Aujourd'hui, on va voir la programmation TCP. On va commencer par la programmation TCP avec Java IO. Bien sûr, il est possible également de la faire avec Java NIO. Alors, l'objectif de cette partie, c'est d'appréhender la programmation réseau en Java IO avec le protocole TCP. Alors, l'avantage de TCP, c'est qu'il garantit l'arrivée des données vers la destination et dans l'ordre d'envoi. Alors, comment il va permettre de faire ça? Pour garantir l'arrivée des données vers la destination, il utilise ce qu'on appelle le mécanisme d'accusé-réception. Ça veut dire que si les données arrivent à destination, il y a un accusé-réception qui est envoyé vers l'envoyeur. Et donc, bien sûr, ça va permettre au protocole TCP de savoir que les données sont arrivées à destination. Bien sûr, si les données n'arrivent pas à destination, il va réenvoyer, retransmettre les données vers le destinataire. Il garantit également que ces données arrivent dans l'ordre d'envoi. Comment il fait ça? C'est en utilisant ce qu'on appelle l'étiquetage des données. Bien sûr, les données seront étiquetées et lorsqu'ils vont arriver à destination, ils seront rangés dans l'ordre d'envoi. Alors, bien sûr, dans le cas où il y a des anomalies graves dans le réseau, bien sûr, le destinataire a été réinitialisé, le réseau est en panne, etc. Et au bout d'un certain nombre de tentatives non fructueuses, le TCP déclare l'impossibilité de transmettre les données. C'est dans le cas où le TCP n'arrive pas à transmettre les données. Alors, la différence entre la programmation TCP et la programmation UDP, c'est que le protocole UDP, dans le cas du protocole UDP, on manipule des paquets à travers des sockets. Et dans la programmation réseau en utilisant TCP, on utilise les flux. Les flux input stream, output stream, ce qu'on a déjà vu dans les flux. Le programmeur aura moins de travail à faire en utilisant TCP. Les données qu'il manipule en flux sont converties en paquets et gérées automatiquement par TCP. Alors, UDP utilise de manière symétrique la même classe de socket au niveau du client et du serveur. C'est ce qu'on appelle le datagram socket. Alors que TCP utilise deux classes de sockets différentes. Une pour le serveur qui s'appelle server socket et une pour le client qui s'appelle socket. Alors, UDP utilise un socket en mode non connecté. Une socket peut échanger des paquets avec différentes destinations. Par contre, TCP utilise un socket en mode connecté. Une socket est forcément connectée à une seule destination lors de sa création et ne peut échanger de données qu'avec cette seule destination. C'est ça la différence entre TCP et UDP. Alors, en TCP, l'échange de données ne peut commencer qu'après avoir établi une connexion. Et bien sûr, à la fin, on peut fermer cette connexion. Dans cette figure, on voit bien que le client établit une connexion avec le serveur. Ensuite, le serveur et le client peuvent échanger les données. Et à la fin, l'un des deux peut décider de fermer la connexion. Alors maintenant, le fonctionnement du serveur et du client. Le serveur utilise une socket de type server socket liée à un port local qui permet d'accepter les connexions. Une fois il accepte la connexion, automatiquement il va créer une socket de type socket qui est connectée au client pour l'échange de données. Et cette socket elle possède un flux d'entrée et un flux de sortie. Ces flux d'entrée, ce flux d'entrée et ce flux de sortie permettent de communiquer avec le client. Côté client, le client utilise une socket de type socket qui permet d'établir une connexion à un serveur distant. Une fois elle est créée, bien sûr, elle permet d'envoyer et de recevoir des données vers le serveur à travers les deux flux d'entrée-sortie dédiés à la socket. Et à la fin, l'un des deux, que ce soit le serveur ou le client, peuvent décider de terminer la connexion. Ici, vous avez un schéma qui résume tout ça. Dans le client, on crée un objet type socket. Une fois que vous créez cette socket, automatiquement vous demandez une connexion avec le serveur. Bien sûr, vous demandez la connexion avec la server socket. La server socket possède une méthode accept. Et cette méthode-là, il permet de créer une socket qui va interagir avec la socket du client. Les deux sockets, ils possèdent deux flux, un flux output stream, un flux input stream. Et ces deux flux ils permettent d'interagir avec la deuxième socket. Par exemple, si on écrit quelque chose avec l'output stream de la socket du serveur, automatiquement sera reçu avec le input stream de la socket du client. Et inversement. Ce qu'on va écrire avec le output stream du client, il sera lu avec le input stream du serveur. Et bien sûr, il y aura
un échange de données à travers ces deux flux. Euh, à un moment donné, donc, soit le client, soit le serveur peuvent décider de fermer cette connexion. Alors maintenant, typiquement, comment on va créer le serveur. Donc le serveur TCP monotache il fonctionne de la façon suivante. D'abord, on va créer une socket de type server socket liée à un port qui est libre dans le serveur. Ensuite, on va attendre la demande de connexion d'un client et on va l'accepter. Alors, et pour chaque demande de connexion acceptée, une socket de type socket connectée au client sera créée. Et le serveur peut échanger avec le client via les deux flux standards dédiés à la socket créée. Et à la fin, donc bien sûr, après cet échange-là, donc le serveur peut décider de fermer la connexion au client. Ici, vous avez le code qui permet de faire tout ça. Donc ici, on crée une server socket liée à un port, ici, le port 9000. Ensuite, ici, on va attendre une demande de connexion, server, socket server.accept. Donc ici, le serveur est en train d'attendre la demande de connexion du client. Une fois cette demande va arriver, donc la méthode accept va retourner une socket, de type socket, et cette socket-là, elle possède un flux d'entrée qui est obtenu avec socket.getInputStream, un flux d'entrée obtenu par getInputStream, et un flux de sortie avec getOutputStream. Ces deux flux-là, donc, on peut les utiliser pour interagir avec le client. Bien sûr, ici, vous avez échangé le traitement de données à travers ces deux flux. Et à la fin, donc, on peut décider de fermer la connexion avec socket.close. Donc ça, c'est le serveur. Alors maintenant, le client TCP, il fonctionne de la manière suivante. D'abord, on va créer une socket de type socket connectée à un port, à un serveur, c'est-à-dire qu'on va spécifier l'IP du serveur et le port dans lequel fonctionne le serveur. Alors, tout à l'heure, on avait utilisé le port 9000. Alors, une fois la socket créée, il peut échanger avec le serveur via les deux flux standards dédiés à la socket créée. Et à la fin, donc, le client peut décider de fermer la connexion. Alors ici, on va créer une socket, une socket localhost 9000. Donc ici, c'est l'adresse du serveur qu'on a créé tout à l'heure. Donc, il se trouve dans la même machine, donc c'est la raison pour laquelle on a mis ici localhost. Et ça, c'est le port dans lequel fonctionne le serveur. Donc tout à l'heure, on avait créé une serveur socket qui fonctionne dans le port 9000. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez ici 9000. Alors ici, lorsque vous créez cette socket-là, donc automatiquement, vous êtes en train de faire la demande de connexion ici. Une fois que vous créez la socket du client, donc automatiquement cette méthode elle va s'exécuter, il va retourner une socket. Et cette socket-là, elle va se connecter avec la socket du client que vous avez créé ici. Bien sûr, les deux sockets elles possèdent un flux d'entrée et un flux de sortie qui sont obtenus avec getInputStream et getOutputStream. Et ces deux flux-là, donc, ils permettent d'interagir avec les autres flux de l'autre socket. Donc, bien sûr, ici, vous avez les flux d'entrée-sortie du client. Et ici, vous avez les flux d'entrée-sortie du serveur. Donc, ces deux flux-là, donc, ils vont interagir entre eux. Ils vont échanger des données entre le client et le serveur. Et à la fin, donc, le client, ici, peut décider de fermer la socket. Alors, soit le client, soit le serveur peuvent décider de fermer la socket. Alors, ici, vous avez les différentes méthodes de la classe server socket. Donc, vous avez la méthode accept. Cette méthode elle permet d'accepter une connexion demandée par le client. Cette méthode, c'est une méthode qui est bloquante, c'est-à-dire qu'il va bloquer le code jusqu'à ce qu'il soit exécuté. Mais l'attente peut être limitée dans le temps par la méthode setSoTimeout. Donc, parenthèse en entier qui définit le timeout qu'on va attendre. Donc, ça va vous permettre de définir un timeout qu'il faut attendre pour ne pas rester bloqué tout le temps. Alors, vous avez également la méthode getInetAddress qui fournit l'adresse IP de la socket d'écoute, getLocalPort qui fournit le port de la socket d'écoute, et la méthode close qui permet de fermer la connexion et de libérer les ressources système associées à cette socket. Ici, vous avez également les caractéristiques de la classe socket. Donc, en particulier, vous avez les constructeurs. Donc, vous avez le constructeur qui prend paramètre une chaîne de caractères en entier. La chaîne de caractères, c'est l'adresse ou bien le nom le hostname de la machine vers laquelle on veut se connecter. Et le port, c'est le port de la machine, le port de l'application serveur.
le port dans lequel fonctionne l'application serveur. Et le deuxième constructeur, il prend en paramètre un objet de type init-adresse qui représente l'adresse du serveur. Et port, c'est le port dans lequel fonctionne le serveur. Alors, bien sûr, ces deux constructeurs-là, ils créent une socket connectée à l'adresse et au port spécifié. C'est-à-dire que cette socket-là, ces deux sockets-là, ils vont se connecter à une server socket qui se trouve dans cette adresse et dans ce port-là. Ou bien dans cette adresse et dans ce port. Vous avez également deux autres constructeurs qui prennent en paramètre l'adresse du serveur, le port du serveur, l'adresse locale du client et le port local du client. Donc ici, au lieu du hostname, donc on peut utiliser un objet type init-adresse qui représente l'adresse du client et l'adresse du serveur. Donc c'est le même principe. Sauf que ici vous avez le hostname, ici vous avez l'objet init-adresse. Donc bien sûr, à partir du hostname, je peux récupérer un objet type init-adresse. Alors ces deux constructeurs-là, ils permettent en plus de fixer l'adresse IP et le numéro de port utilisé côté client, au lieu d'utiliser un port disponible quelconque. Alors bien sûr, la communication effective sur une connexion par socket utilise des flux d'entrée et des flux de données, un flux d'entrée, un flux de lecture et un flux d'écriture. Donc output stream c'est un flux d'écriture, input stream c'est un flux de lecture. Ces deux flux, on les obtient avec les deux méthodes getInputStream et getOutputStream. Et bien sûr, ces deux flux-là, donc inputStream et outputStream, ce sont des flux primaires, des flux de base. On peut leur associer des flux de traitement comme data input stream, data output stream, print stream et scanner, waffle input stream, waffle output stream, etc. Donc ça, on l'a déjà vu dans le premier chapitre. On a vu comment travailler avec les différents flux filtrés. Alors, bien sûr, une opération de lecture sur ces flux est bloquante tant que les données ne sont pas disponibles. Cependant, il est possible de fixer un délai d'attente de données en utilisant la méthode setSoTimeout, donc qui permet de préciser un timeout, c'est-à-dire le temps qu'on peut attendre avant de laisser tomber. Donc, ici, vous avez les différentes méthodes de la classe socket. Donc, vous avez la méthode getInitAdresse, il fournit l'adresse IP distante, l'adresse IP vers laquelle on est connecté. GetLocalInitAdresse, il fournit l'adresse IP locale. GetPort, il fournit le port distant. Et GetLocalPort, il fournit le port local. Et vous avez la méthode close qui permet de fermer la connexion et de libérer les ressources du système associées à la socket. Alors, on va d'abord faire une petite démonstration avant de passer à autre chose. Alors, d'abord, on va créer un serveur. On va créer un serveur, un projet serveur, un projet client. Donc d'abord je vais créer une classe serveur. Alors dans un bloc try, donc je vais créer un objet type server socket. New server socket. Server socket, donc on va préciser le port. Port par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Alors ensuite, donc une fois créé cette socket, cette server socket, donc on va attendre l'arrivée d'une demande de connexion. Donc une fois cette demande sera obtenue, donc on va créer une socket qui correspond à cette connexion. Socket égale server socket .accept. La méthode accept, donc il permet d'accepter une connexion et en acceptant cette connexion, il crée une socket. Et cette socket là, donc il permet de se connecter avec le client qui a demandé cette connexion. Alors maintenant, côté client, donc on va créer le client. Donc client.
créer une socket. Donc je vais créer une socket. Socket égale new. New socket. Alors bien sûr, il faut préciser l'adresse du serveur. Donc le serveur se trouve dans la machine, donc je vais mettre localhost. Bien sûr, dans le cas où le serveur se trouve dans une autre machine, il faut préciser ici l'adresse IP du serveur. Et ici, il faut mettre le port dans lequel fonctionne le serveur. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, le fait de créer cette socket-là, avec cette adresse et ce port-là, donc ça veut dire que je suis en train de demander la connexion avec le serveur, c'est-à-dire avec cette server socket-là. Donc ça veut dire que ici, cette méthode-là, elle va s'exécuter, il va retourner une socket. Et cette socket-là qui va être retournée, il va interagir avec la socket que vous avez ici. Comment il va interagir? C'est à travers les flux d'entrée sortie. Donc le flux d'entrée input stream, input égale socket point get input stream et output stream output égale new output stream, c'est pas new output stream égale socket point get output stream. Alors bien sûr, ces deux flux-là, ce sont des flux primaires, donc on peut leur associer un flux filtré. Par exemple, data input stream, DIS égale new, data input stream, entre parenthèses, input. Et avec le output stream également, je vais associer un data output stream, DOS égale new data output stream, entre parenthèses, output. Donc, le data input stream et le data output stream, donc ils permettent de manipuler des entiers, des chaînes de caractères, des doubles, etc. Alors, ces flux-là, donc ils sont associés à la socket du client. La même chose pour la socket du serveur, on peut lui associer également les mêmes flux. Et bien sûr, on peut utiliser ces flux-là pour interagir, pour faire interagir le client et le serveur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va demander au client de saisir un certain nombre d'informations pour les envoyer au serveur. Donc, par exemple, donc je vais créer un scanner qui va permettre de récupérer des données à partir du clavier. Scanner égale scanner. Système. Alors ensuite, je vais demander à l'utilisateur de saisir par exemple le CIN. Et je vais lire ce CIN égale scanner.next next line. Le nom également. Donc je saisis le nom. Et ensuite l'âge. H. Ensuite, je vais envoyer ces informations-là au serveur. Donc, je vais mettre ces informations-là sous forme de chaîne de caractères. Message égale CIN plus point virgule plus nom plus point virgule plus âge. Maintenant, donc, CIN plus nom plus âge, donc je vais les envoyer au serveur. Comment? Donc il suffit de mettre dos.write UTF. Donc, puisque c'est une chaîne de caractères, je vais l'envoyer avec write UTF. Alors de l'autre côté, je vais récupérer ce message string received message égale dis.read UTF. Donc ce que j'ai envoyé avec write UTF, je vais le lire avec read UTF. Alors bien sûr, je peux afficher ce message-là. Message reçu.
message, received, receive message. Alors bien sûr, le serveur il peut décider d'envoyer des données. Par exemple ici, donc ici vous avez un serveur qui va fonctionner avec un seul client. Donc pour que ça fonctionne avec plusieurs clients, donc je vais prendre ceci. Je vais créer la server socket. Ensuite, pour accepter la connexion, donc il doit accepter plusieurs connexions. Donc ce code-là, je vais le mettre dans une boucle infinie. While true. Et je vais le mettre ici. Alors de cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici vous avez une server socket, une boucle infinie dans laquelle, pour la première itération, donc il va accepter une connexion, il va créer la socket. Cette socket, elle va interagir avec le client. Et à la fin, lorsqu'il va terminer, donc il va passer à un autre client, il va accepter une autre connexion. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai reçu un message, le CIN, le nom et l'âge. Alors, par exemple, ici, je peux déclarer un numéro, par exemple, int num égale 1. Donc, je peux envoyer à ce serveur, à ce client, un numéro de série. Donc, par exemple, ici, je vais mettre string. Send message égale votre numéro de série plus num plus. Donc ici vous avez le numéro de série, bien sûr qu'il sera incrémenté. Et comment je vais l'envoyer? C'est avec dos.write UTF. C'est un message. Alors bien sûr, une fois que j'envoie ce message-là, donc je vais le recevoir côté client. Received message dis.read UTF. Message reçu. Receive message. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va lancer le serveur d'abord. Je vais le lancer dans un terminal. Ensuite, je vais lancer le client ici. Alors, je vais d'abord lancer le serveur. Donc, Java client, serveur. Et je vais lancer le serveur, le client. Donc ici, il va me demander de saisir le CIN, saisir le nom, saisir l'âge. Donc vous voyez ici, message reçu, donc le CIN, le nom et l'âge. Et ici, votre numéro de série 1. Alors je vais relancer le client. Donc le numéro de série 2, donc ici il a reçu le message. Alors, maintenant, parfois le problème qui se pose c'est quoi? Parfois il y a un problème qui se pose, c'est que ici
supposons que vous avez deux clients qui veulent se connecter à la fois. Donc je vais lancer le client. Client. Donc ici, il y a un client qui est en train de, qui va commencer à saisir les données. Et ici, vous avez un autre client qui peut se connecter. Je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué ici? C'est parce qu'il y a un client qui a demandé la connexion. Et bien sûr, le fait que ce client a demandé la connexion, euh, il a demandé la connexion ici. Ici, le, le serveur il est en train d'attendre l'envoi de l'information ici. Il est bloqué. Il n'a pas pu passer ici pour revenir pour accepter une autre connexion. Et donc ici, vous êtes bloqué. Alors, pour que ça marche ici, donc il faut que ce client termine son travail. Non, le client que vous avez ici. Il doit terminer son travail. Donc je dois le nom. Alors maintenant, vous pouvez récupérer votre numéro de série ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, euh, le serveur que vous avez ici, c'est un serveur monotâche. Il peut accepter une seule connexion à la fois, il peut travailler avec une seule connexion à la fois jusqu'à ce qu'il termine. Et si jamais une information bloquante comme celle-ci n'arrive pas, donc il sera bloqué tout le temps, il ne peut plus servir les autres clients. Il faut attendre jusqu'à ce que cette information arrive pour passer ou pour revenir pour accepter une autre connexion pour faire ce travail. Et donc c'est la raison pour laquelle on est obligé de travailler avec des serveurs multitâches, c'est-à-dire des serveurs qui peuvent accepter plusieurs connexions en même temps.
La classe, ici vous avez la classe traitement. Je vais la mettre ici à l'extérieur. Je vais la mettre à l'extérieur de la classe serveur parce que sinon il faut créer d'abord une instance de la classe serveur multitâche. Alors je crée ici une instance de la classe traitement et je la lance. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le code que vous avez ici qui permet d'interagir avec la socket du client, on va le mettre ici dans la méthode run. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois j'accepte une connexion, automatiquement je crée un thread et je lance ce thread. Et ce thread là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc bien sûr, je lui passe en paramètre la socket. Alors une fois je crée cette instance là, je lui passe en paramètre la socket. Qu'est-ce qu'il va faire? La méthode là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le flux d'entrée-sortie, le flux d'entrée-sortie de cette socket, et il va les utiliser pour interagir avec le client qui a demandé la connexion. Et bien sûr, le fait de faire ça dans un thread, je ne suis pas bloqué ici. Une fois j'accepte la connexion, je lance le thread et je ne me soucie pas est-ce que ce thread s'exécute correctement ou pas. Donc je passe directement ici pour accepter une autre connexion. Et de cette façon-là, donc je peux accepter plusieurs connexions en même temps sans attente. Alors on va vérifier ça. On va vérifier est-ce que ça va marcher. Donc il y a encore un petit problème ici. Alors bien sûr ici vous avez un numéro. Il vous faut un numéro ici. Donc ce numéro là, donc je vais le mettre ici, statique. Atomique. Intégral égale new. Atomique intégral. On va commencer par la valeur 1. Ensuite ici, je vais mettre serveur multitâche pour num point get and increment. Bien sûr, il va récupérer la valeur et il va l'incrémenter. Donc ça, il faut le mettre, tout ça, il faut le mettre dans un bloc try. Parce que ce sont des méthodes qui lancent une exception. Alors maintenant, on va donc c'est le client. Je vais arrêter ce serveur là. Donc Java serveur multitâche. Donc ici je vais lancer le client, Java client. Donc je ne vais rien faire, je vais vérifier est-ce que ça va marcher pour notre client. Donc ça marche. Donc même si le client ici il est bloqué, il ne fonctionne pas, il est bloqué, donc ça n'empêche à notre client de se connecter et de faire le boulot. Donc TT 25, le nom. Donc chacun peut se connecter indépendamment des autres clients. Donc ça veut dire que le boulot a été fait.